Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Vous écoutez la tribune des leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme rend hommage à l'ancien Premier ministre du Congo, Alphonse Soukoulati-Poiti, ancien Premier ministre de 1989 à 90, décédé le jeudi 24 octobre 2024, des suites des empoisonnements consécutifs dont il a été victime, comme il s'en était confié au journal Afrique Éducation dans son numéro 411 du 16 au 31 mars 2015. Maître Massengo Tiassé, qui l'a bien connu ces dernières années, vous lit l'intégralité de ses témoignages recueillis par Jean-Paul Tedga dans plusieurs numéros du journal Afrique Éducation. Dans cette première publication, les propos d'Alphonse Soukoulati-Poiti sont à couper le souffle. Une précision chirurgicale, il donne les noms, les lieux, le moment, les faits pour lesquels il incrimine Denis Sassou Nguesso. Il est accusé d'être un criminel hors pair qui a fait du Congo une république bananière. Sans passer par quatre chemins, il demande sans hésiter la démission de Denis Sassou Nguesso. Bienvenue à toutes et à tous. Comme annoncé, je rends hommage à l'ancien Premier ministre Alphonse Soukoulati-Poiti qui nous a quittés. Je veux faire une série d'émissions parce que il a publié des témoignages dans plusieurs numéros de Afrique Éducation. Alors donc je vais commencer par le premier que je vous montre, Afrique Éducation numéro 411 du 16 au 31 mars 2015 où l'ancien Premier ministre avait demandé la démission de Denis Sassou Nguesso. Comme le dit le rédacteur du journal Afrique Éducation, qui a recueilli d'ailleurs son témoignage, il dit que les propos d'Alphonse Soukoulati-Poiti contenus donc dans cette interview sont à faire couper le souffle. Mon grand frère qui vient de partir, Alphonse Soukoulati-Poiti, a été Premier ministre de 1989 à décembre 1990. Donc là, dans ce que nous allons suivre, il accuse Sassou Nguesso d'être un criminel hors pair et qui a fait du Congo une république bananière. Sans passer par quatre chemins, il demande sans hésiter la démission de Denis Sassou Nguesso, tout en s'insurgeant contre le changement de constitution. À l'époque, justement, c'était l'actualité du moment. Et d'ailleurs, je fais un petit commentaire personnel. C'est ce combat que nous avons tous mené au Congo, mais qui a été boycotté par, si vous voulez, l'opposition de l'époque. Je m'explique parce que nous allons revenir sur cela lorsque je vais évoquer les tergiversations d'une opposition justement corrompue. Parce qu'en ce moment-là, d'ailleurs, on est en train de fêter les 10 ans du renversement du pouvoir de Blaise Compaoré. C'était en octobre 2014. Et dans ce courant-là, il y avait un printemps africain qui devait permettre justement les changements dans nos pays transgressés, où les chefs d'État ont eu justement à transgresser les règles en
proposant des changements de constitution, alors qu'il y avait des textes sur le plan africain qui interdisaient le 3e mandat. Voilà. Donc, c'est ce journal-là que je veux parcourir tranquillement. Cette interview, nous allons la faire en 2 ou 3 parties parce que c'est assez long. Nous ne faisons pas la désinformation, mais nous voulons communiquer sur tout ce qu'il a écrit. C'est la page 18 à la page 25. Donc, comme vous pouvez le comprendre, il y a 7 pages à vous lire. Et surtout, cette police est même très petite. Donc, vous allez m'excuser si à un moment donné, j'arrive un peu à hésiter. Parce que pour lire tout ceci, il faut peut-être des loupes. Bon, pour le moment, je n'ai pas des loupes. Vous voyez, j'ai des lunettes tout à fait normales. Mais je veux m'efforcer. Afrique Éducation lui pose la question. Vous êtes un ancien Premier ministre du Congo, installé entre la France, l'Afrique du Sud et le Congo. Vous n'êtes plus très actif dans la politique et vous ne militez dans aucun parti politique. Vous avez quitté les affaires publiques exactement le 3 décembre 1990, c'est-à-dire il y a 25 ans, au moment où il parlait de ça. Aujourd'hui, s'il faut calculer, il a donc 34 ans. Pourquoi faites-vous l'objet d'un harcèlement sans cesse, ni vu ni connu, du président Denis Sassou Nguesso? En 1993, alors que le Congo était présidé par le professeur Pascal Lissouba, et que vous n'étiez qu'un simple citoyen, Sassou vous a fait kidnapper à l'aéroport de Johannesburg, en Afrique du Sud, sous la présidence de Thabo Mbeki. Que s'est-il réellement passé et comment vous en êtes sorti? D'autre part, vous avez déjà été empoisonné une 20aine de fois, ce qui peut paraître excessif. Pourtant, c'est vrai. Comment cela s'est-il passé et comment vous en êtes-vous sorti indemne? La réponse donc de Skolati Poiti est la suivante. Je dois tout d'abord vous remercier de me donner l'occasion de m'exprimer par votre grand média. Il y a bien longtemps que je suis sorti de la politique par la grande porte, en démissionnant des fonctions de Premier ministre que j'assurais jusqu'au 3 décembre 1990 dans mon cher Congo. En rompant le silence, je voudrais vous dire pourquoi j'ai refusé de cautionner la comédie du pouvoir telle que le concevait et le conçoit toujours le président Denis Sassou Nguesso dans sa quête de puissance absolue. Je suis parti de la primature de mon propre chef, ce que Sassou déteste. Il avait pris pour un affront, estimant sans doute qu'il lui appartient seul de nommer et de destituer les membres du gouvernement. C'est pourquoi il m'en veut terriblement jusqu'à présent. Pour lui, j'aurais commis un crime de lèse-majesté en lui remettant une lettre caustique en pleine réunion du bureau politique du PCT sans l'avoir préalablement averti au moment où la classe politique et le peuple congolais réclamaient des changements démocratiques que ni le PCT ni lui-même ne voulaient mettre en œuvre. Or moi, je ne suis pas un homme de parti ou d'appareil, je suis un homme d'État et j'ai toujours agi comme tel. Vous me parlez de commandos armés qui s'étaient introduits chez moi. C'est vrai, l'histoire se passe dans la nuit du 12 au 13 juillet 1993 à 3 h du matin, dans l'enceinte de ma maison, sise devant le palais de justice de Brazzaville. Je fus l'objet d'une attaque à la Kalachnikov par 5 personnes qui tirèrent plusieurs coups de feu. Je sursautais de mon lit en plein sommeil et me jetais sans armes dans la mêlée au milieu de mes 4 gardiens ragaillardis. Mais après une dizaine de minutes, les assaillants prirent la fuite en portant un blessé grave de leur rang et laissant pour mort mon frère cadet Nestor qui s'était hasardé dehors. Il ne put se remettre de ce malheur qu'après une dure opération chirurgicale réalisée en urgence par le médecin colonel Nzamba de l'hôpital militaire et un long séjour médical à Johannesburg.
Il est actuellement privé de l'usage de ses jambes. Je ne cesserai jamais de remercier cet excellent praticien, avec lui tout le corps médical en service durant cette nuit d'enfer. Quant aux empoisonnements multiples et variés que j'ai subis, ils m'ont été administrés exactement à 20 reprises à l'extérieur dans ma maison, à l'occasion des banquets aux officiels, parfois par ceux et celles que je tenais en affection, mais qui ont été retournés par le pouvoir politique en place, qui tient à m'éliminer et dont la pratique quasi quotidienne de l'empoisonnement a pris ces derniers temps un tournant institutionnel effrayant. Vous voulez savoir comment je m'en sors? Que puis-je vous dire, sinon que je suis un chrétien fervent, toujours plongé dans la prière au moins 7 fois par jour, où que je puisse me trouver. Il faut donc prier, prier sans cesse. Et puis, sachez que le bon Dieu a fait tous les êtres vivants, chacun avec ses anticorps, ses protections naturelles, son ange gardien. Bref, vous avez peut-être été un jour tenté par le démon et réussi à vous en sortir sans même que vous le sachiez. Mais rien ne remplace la prudence que la sagesse cosmique confère à l'homme simple mortel. Quand j'irai rendre compte à mon Seigneur de ce que j'aurais subi dans ma courte vie sur terre, je souhaiterais qu'il me dise: mon fils, tu as bien appliqué mes préceptes, siège à la droite de mes rois. Préceptes toujours voués aux attaques de tout genre. J'ai été victime de 2 incendies, dont on peut penser qu'ils étaient criminels. En 1987 et 2004, leur mode opératoire, leur brutalité et leur caractère inattendu le laissaient penser, mais je n'en tirais aucune conclusion qui pût hypothéquer les bonnes relations que j'avais avec mon entourage et à l'extérieur alors que j'étais ministre. L'incendie de 1987 me laissa pantois en considération des ravages causés en archives, ouvrages et matériels divers. Je courus en voiture comme un bolide lorsque je fus alerté du voisinage, trouvant sur place des pompiers qui ne purent m'arrêter de pénétrer les yeux fermés dans l'immeuble, en feu, assombri par la fumée, pour rechercher à tâtons ce qui valait la peine d'être sauvé. Lorsque je refis surface, l'air ahuri, les habits et les cheveux brûlés de tous côtés par le feu. Tout le monde se mit à pleurer. Mon épouse s'évanouit pour reprendre vie à l'hôpital général et ma mère faillit se suicider. Cependant, plus de peur que de mal, hormis les dégâts matériels, il n'y eut aucun mort ni blessé. On pouvait craindre les explosions à cause de quelques armes et munitions stockées dans une dépendance, mais celles-ci furent purement et simplement dissoutes, ratatinées comme un amas de cire sans aucune conflagration. Je remercie le Seigneur pour cette marque de présence en moi et dans ma vie. En 2004, l'incendie fut une toute autre gravité, détruisant l'ensemble de la maison, de la toiture au mur, sans épargner le moindre objet. Les pompiers étant arrivés avec 30 minutes de retard, je fis le pari de dormir pendant 2 semaines dans ce qui restait de ma maison, surnageant dans un lac d'eau grossi par les pluies diluviennes qui s'abattaient sur Pointe-Noire, ici comme à Brazzaville. Aucun décès ne fut déploré et la dotation en armes et munitions que j'avais reçue du gouverneur civil et militaire se transforme en objet informe, telle la pâte du forgeron sortie du four incandescent au grand étonnement des pompiers. J'étais dans mon bureau de travail lorsque l'incendie se déclara à l'autre bout du bâtiment. Dieu voulut que personne des miens n'en mourût, n'en déplaise à Sassou et autres méchants qui me poursuivent par tous les moyens, tous les temps et toutes les latitudes. Vous suivez actuellement à Forum Radio-Télévision des droits de l'homme
le témoignage d'Alphonse Soukolati-Poity, ancien Premier ministre, sur ses relations exécrables avec Sassou Nguesso, qu'il qualifie de véritable diable. En ce qui concerne l'affaire de mon rap à Johannesburg, elle fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Car bien avant et bien plus tard, ont été commis une série d'actes attentatoires à ma liberté et à ma vie. Le cas que vous évoquez, en effet caractéristique de la volonté de nuire, non seulement de me nuire à moi, mais de nuire à tous ceux qui expriment librement et paisiblement leur droit à la différence d'une manière ou d'une autre. Et moi, je ne suis pas de nature à me faire taper sur les doigts. D'autant plus que je n'avais pas sollicité le poste que d'aucuns eussent peut-être mérité plus que moi, qui n'était pas membre du PCT, Parti État exclusif et tout-puissant. Et je tiens à ouvrir une parenthèse, nombreux ont écrit dans les réseaux sociaux, d'ailleurs à tort, que Soukolati-Poity était membre du PCT. Non, il n'a jamais été membre du PCT, parce qu'il me l'a confirmé. Moi aussi, au départ, je pensais comme ça. Il m'a dit, mais j'ai été Premier ministre sans être au PCT. Donc, j'étais considéré comme un cadre. Voilà, c'est une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer. En tout cas, je poursuis la lecture donc de cette interview qu'il a accordée à Afrique Éducation, et les propos ont été recueillis par Jean-Paul Tedga, qui est le directeur du journal. Donc, voici donc que le matin du 4 août 2006, je me trouvais à l'aéroport de Pointe-Noire en partance pour Johannesburg pour assister au procès de la mort accidentelle de mon petit-fils, Joey Chipol. J'y rencontrai Alexandre Honoré Paka, préfet de Pointe-Noire, qui se rendait à Brazzaville. Il me fit savoir que le président a interdit les sorties du pays pour les responsables en prévision de la fête nationale du 15 août. Alors je lui rétorquai que je n'étais responsable de rien, étant retraité depuis 10 ans et installé dans mon village. Que ne m'a-t-il pas averti depuis beaucoup pour me dire que j'étais assigné à résidence, puis, prenant congé de lui, je montais dans l'avion de la TAG pour Johannesburg via Luanda. Arrivé au comptoir de la police des frontières, je fus séparé de la ligne de contrôle de passeport et amené devant un capitaine qui me notifia et simplement mon incarcération pour faux visa. Comme je lui disais qu'il m'est impossible de frauder un visa alors que je dispose d'une maison en ville avec une famille et que je suis un ancien Premier ministre, il me demanda de le justifier. Ce que je fis en lui présentant mon passeport diplomatique et copie de mon titre de propriété, en plus de mon passeport ordinaire, qu'il détenait depuis déjà plutôt en main. Qu'importe, dit-il en maugréant, tout en confisquant mes papiers. J'eus recours à l'ambassade du Congo par téléphone afin qu'elle m'apportât aide et assistance conformément aux conventions internationales. Mais les agents consulaires appelés à la rescousse à 14 h ne se présentèrent qu'à 19 h au bureau du capitaine. Et après 15 minutes d'entretien, ils quittèrent les lieux sans me dire quoi que ce soit, ni à l'arrivée, ni au retour, de sorte que j'étais livré entre les mains d'un policier abusif et brutal, sans autre justification que l'accusation fallacieuse et tout à fait infondée de faux visa. Lorsque je lui demandais de me ramener dans l'avion pour que je reparte dans mon pays, il s'énerva et me conduisit de force dans une geôle attenante anciennement utilisée par des racistes blancs du régime d'apartheid. Il me fouilla, confisqua ma mallette et mon téléphone, me déshabilla jusqu'à me laisser à demi nu, avant de me précipiter dans la geôle où je devais séjourner pendant 5 jours dans des conditions inhumaines, d'insalubrité,
Privé de mes produits pharmaceutiques, d'eau potable et de nourriture saine, je me croyais déjà en enfer. Sentant ma mort imminente, malgré la sympathie ambiante de 7 co-détenus philippins en rupture de ban, mais je survécus par miracle, si j'ose ainsi m'exprimer. Et le 8 août 2006, je fus libéré et conduit au pas de charge dans l'avion de la TAG pour Pointe-Noire, avec ordre au personnel de bord de ne me laisser parler avec personne, de craindre sans doute qu'une personne des droits de l'homme pût, par hasard, capter mes complaintes de supplicié. Là, je fus accueilli à la descente de l'avion par 4 agents de police politique, commandant Jean-Claude Mongoto, commandant Maurice Obambi, lieutenant Pierre Moui et adjudant Mbunda Ahmed Serina, qui voulurent m'interroger quelque part en secret, ce que je refusais catégoriquement devant les passagers interloqués. Finalement, on fit les 100 pas du piéton jusqu'à ma résidence située à 100 mètres de l'aéroport. Devant ma famille en pleurs, je répondis aux questions des inspecteurs entrecoupés de nombreux coups de fil de Mpila et de la sécurité d'État, qui voulaient savoir ce que j'avais pu dire, craignant probablement que je misse en cause le président Sassou et les autorités sud-africaines. Mais sur le coup, je ne me découvris point jusqu'à mon départ à Brazzaville le 5 septembre 2006 en vue d'en savoir plus sur mon infortune. Dans ma chambre d'hôtel, je reçus dès mon arrivée M. Antoine Mvundu, directeur général de la sécurité d'État, qui me remit mes 2 passeports confisqués en Afrique du Sud. Il me présenta ses excuses pour tout ce qui m'était arrivé, sans préciser si c'était en son propre nom ou en celui du chef de l'État. Il promit de lui en parler, mais je ne le revis guère jusqu'à mon retour à Pointe-Noire le 10 septembre. Aux affaires étrangères où j'étais parti m'entretenir avec le ministre Rodolphe Dada, je lis à son intention le procès verbal de mon audition par les agents de police à Pointe-Noire. Il voulut le confirmer par devers lui, mais je le priais d'en prendre copie à la présidence. Je lui exprimais mon étonnement devant la carence pour le moins coupable de ses services de Pretoria. Il me rétorqua textuellement que le Congo n'allait tout de même pas envoyer son artillerie pour vous le libérer. Je pris cette admonestation pour gratuite et inconsidérée. À moins qu'il ne sache pas bien manier la langue de Molière, ce que je ne crois pas, l'expression tout de même supposait que le Congo eût fait en vain ce qu'il convenait pour aller à ma rescousse. Or, ainsi que je l'ai dit plus haut, personne, absolument personne n'a bougé le petit doigt. De guerre, las, je lui demandai de me faire un nouveau passeport diplomatique à la place de celui qui a été confisqué. Il me retorqua, comme s'il parlait à un Congolais lambda, le passeport diplomatique n'est pas un droit, monsieur. Son directeur de cabinet, qui assistait à l'entrevue, montra de la tête un signe de gêne et de tristesse. Et moi, vieil homme recru d'épreuve, dixit Charles de Gaulle, je repris le chemin de Pointe-Noire dès le lendemain, non sans avoir laissé mon passeport ordinaire à l'ambassade de l'Afrique du Sud pour qu'on me confirmât ou non la validité du visa contesté, objet de ma longue et malencontreuse garde à vous. Que dire de ce ministre apprenti serviteur de l'État, infatué d'arrogance, creux de réalisation et dont les services offerts aux administrés laissaient à désirer? Comment peut-il oser à ce point me faire la leçon du service public dont il est évident qu'il maîtrise mal les tenants et les aboutissants? S'agit-il d'une erreur d'appréciation, d'une provocation ou des miasmes, du rapt? En effet, quelles autres qualités eussent été nécessaires pour décrocher le fameux sésame? 40 ans de bons et loyaux services au niveau de l'État, 4 fois DG des structures administratives, techniques et financières, 4 fois ministre et 1 fois Premier ministre, respectueux de l'autorité établie et des lois de la République. Amoureux du travail bien fait,
titulaire de la médaille de grand officier de l'ordre du mérite congolais depuis 1975. Je mérite autant que quiconque d'avoir un passeport diplomatique. Quelques jours plus tard, je fis encore le voyage à Brazzaville où j'étais conforté dans la certitude que mon visa était parfaitement régulier. Bien plus les autorités consulaires sud-africaines, après vérification et contact auprès de Home Affairs, me donnèrent un nouveau visa alors que le capitaine m'avait interdit désormais de mettre pied dans ce pays. C'était, on le voit bien, la volonté du potentat militaire de Mpila, ce que je perçus depuis mon incarcération, d'autant plus que le fameux capitaine téléphonait à une autorité qui devait être aux affaires étrangères ou à la présidence. Ma mort soigneusement préparée était inéluctable, sinon par crise cardiaque, du fait par défaut de traitement sur bêta-bloquant et inhibiteur composant mon traitement d'hypertension. On pouvait alors jeter mon corps de métèque, ni vu ni connu, dans un trou quelconque, et le criminel né n'eut que ses condoléances les plus attristées à me présenter et son cycle funéraire du Palais des Congrès à organiser aux yeux de l'opinion nationale et internationale. Et d'ailleurs, là, je tiens à ouvrir une parenthèse pour dire que Sassou, d'ailleurs, il y avait un article qui a été publié dans Afrique Éducation que je vous montre là-bas. Sassou aime ses opposants une fois morts. Donc, il aurait justement confirmé cet adage. Bon, la parenthèse est fermée. Je vais revenir donc sur la lecture de ce témoignage, important et émouvant d'ailleurs. Vous suivez actuellement sur la Radio Forum l'hommage à l'ancien Premier ministre Alphonse Soukoulati-Poity. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de mettre un j'aime. Un journal proche de Sassou a prétendu à l'époque que celui-ci était intervenu auprès du président sud-africain Thabo Mbeki pour me libérer et d'ajouter, je cite de mémoire, Soukoulati-Poity devrait faire comme son frère Kolela, à savoir rejoindre le camp de la paix. Rien de plus faux et de plus mensonger. Le président Mbeki n'était nullement au courant de l'affaire. Pourquoi devais-je pactiser avec un soi-disant camp de la paix alors que je suis moi-même un homme de paix? Cette paix que Sassou n'a cessé de troubler depuis les lustres et tout récemment, encore en fomentant la guerre du 5 juin 1997 au Congo. Il parle de paix, de sa paix feinte, alors que le peuple congolais aspire à une vraie paix inconditionnelle. Vous suivez actuellement, à Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, le témoignage d'Alphonse Soukoulati-Poity, ancien Premier ministre, sur ses relations exécrables avec Sassou Nguesso, qu'il qualifie de véritable diable. Voilà. Donc, une autre question d'Afrique Éducation. La situation du Congo aujourd'hui est explosive. Peut-on la comparer à celle qui avait prévalu en 1990 avant, quand Premier ministre du Congo, vous aviez marqué votre accord contre la vie de Sassou à la tenue de la conférence nationale de 1991. Alors c'est Soukoulati-Poity qui répond. Oui, explosif, dites-vous. La situation politique au Congo l'est effectivement à cause des manigances de Sassou Nguesso qui veut absolument changer de constitution pour se perpétuer au pouvoir en dépit de bon sens. Et pour ce faire, il procède à la manipulation, l'intimidation, l'achat des consciences, l'agitation tribale et l'intrigue politicienne, allant jusqu'à faire croire que c'est le peuple congolais souverain qui le veut ainsi. Il agite l'épouvante. Il agite l'épouvante des troubles à l'ordre public et de la guerre civile, met en garde les partisans du respect et de la stabilité des institutions, comme si le meilleur moyen d'éviter les troubles et la guerre ne consistait pas précisément à garder le statu quo, hanté, à respecter l'ordre constitutionnel et les lois de la République. Hormis une frange des membres du PCT, la presque totalité des partis politiques et associations civiles épris de paix et de démocratie
soutiennent l'application rigoureuse de la Constitution du 20 janvier 2002. Cette Constitution, même ses détracteurs, de dernière heure le reconnaissent, a permis d'apporter la paix dans le pays. Que le PCT se gausse aujourd'hui de ce que certains leaders de l'opposition aient pu se déclarer contre la dite Constitution à l'occasion des campagnes présidentielles précédentes démontre son caractère non démocratique. Car dès lors qu'une loi est adoptée et rendue exécutoire, que reste-t-il à un démocrate? N'est-ce pas de l'appliquer même après l'avoir combattu? Qu'on se souvienne de la Constitution française du 4 octobre 1958 et des réserves que le candidat Mitterrand émettait. Ne l'a-t-il pas respecté après son élection à la présidence le 10 mai 1981? Il s'en était conformé, certainement plus scrupuleusement. Il s'en était conformé, certainement plus scrupuleusement que ne l'eût fait le fondateur de la Ve République lui-même. La détermination morbide de Sassou Nguesso de vouloir se maintenir à la tête du Congo sous des lois nouvelles taillées à sa mesure, à quelques mois de la fin de son mandat et de l'élection d'un autre président, est un acte d'incivisme, de rupture, de serment et de forfaiture qui correspond à troubler l'ordre public et la paix. C'est donc bien lui, Sassou, en chair et en os, dont on connaît le machiavélisme destructeur, qui veut troubler l'ordre public et personne d'autre. Qu'on se le dise et qu'on ne se fasse pas leurrer. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme rend hommage à l'ancien Premier ministre du Congo, Alphonse Soukoulati-Poiti, décédé le jeudi 24 octobre 2024, des suites des empoisonnements consécutifs dont il a été victime, comme il s'en était confié au journal Afrique Éducation, dans son numéro 411 du 16 au 31 mars 2015. Une question d'Afrique Éducation, de Paul Tedga donc. Actuellement, le débat sur le changement ou non de la Constitution au Congo bat son plein. De quel côté vous situez et pourquoi? Bon, la réponse de Soukoulati-Poiti. De quel côté voulez-vous que je me situe, cher monsieur? Évidemment, je suis du côté du peuple et des forces démocratiques qui luttent pour bouter Sassou Nguesso hors du pouvoir. Et la seule voie qui vaille, celle de l'application intégrale des lois de la République. Et d'abord, de la loi fondamentale, qui est la Constitution du 20 janvier 2002. Si toutefois, cette Constitution devait être amendée, ce n'est point maintenant qu'il faut le faire par le diktat de Sassou, mais sous l'égide des nouvelles autorités politiques, issues de l'élection libre et transparente qui seront organisées après son départ du pouvoir. Sassou est en train de jouer à cache-cache sur la Constitution comme un petit garçon jouerait à la marelle dans la cour de récréation. Il se cache derrière le peuple qui lui aurait demandé de changer la Constitution, alors que c'est lui-même qui est l'initiateur du changement. Pour faire évoluer les institutions, dit-il, sans gêne, une imposture digne de l'homme des actions concrètes. Mais si elle peut passer vis-à-vis des incultes, elle est risible face à des observateurs étrangers, comme lors de sa récente conférence de presse à Bruxelles. À en pleurer, car le Congo mérite mieux. Il est en effet proprement scandaleux qu'un dictateur à ce point notoire puisse se prévaloir d'un prétendu appel du peuple congolais à servir. Pourquoi faire alors? Continuer de la servir? Sur le changement de la Constitution et en raison de l'importance du sujet, laissez-moi d'abord, cher monsieur, vous faire un rappel historique de la chevauchée fantastique et méphistophélique de Sassou vers le pouvoir absolu, en éliminant sur son chemin tous ceux qui étaient capables de le gêner ou de lui barrer la voie avant de vous présenter l'homme qu'est Sassou Nguesso. Je vais m'employer à esquisser ce que selon moi doit être le bon gouvernement de la République et le travail qu'il attend après le départ de celui qui a accaparé les rênes du pays, voici aujourd'hui un demi-siècle. Car son influence maléfique ne date pas seulement de 1979, elle trouve son origine lointaine dans les tâtonnements de Marian Gouabi
pour asseoir son autorité et son pouvoir attaqué de toutes parts. C'est en effet Sassou qui était aux commandes sous Marien Ngouabi, avec des pouvoirs de police et de sécurité exorbitants, du droit commun, lui permettant de manipuler le président Marien Ngouabi, de les piller, de le filer, de capter ses communications, ses confidences, et finalement de le rendre vulnérable. Il est évident que celui qui détient la sécurité nationale de l'armée, et l'armée détient le pouvoir d'État. Et c'est lui qui est à la barre depuis l'assassinat de Marien Ngouabi, après avoir été aux commandes. Le changement de la Constitution du 20 janvier 2002, voulu et initié par Denis Sassou Nguesso, est en réalité un faux problème, un faux débat, jeté dans la rue par un habitué de ces actes dits fondamentaux destinés à réguler des coups d'État constitutionnels ou de palais. La Constitution, dans son article 185, prévoit les mécanismes de sa révision et le président de la République, qui a juré solennellement de la respecter, doit appliquer scrupuleusement telle qu'elle est, sous peine de forfaiture, dès le jour qu'il osera déclarer que par référendum ou d'autres artifices, la Constitution est devenue mauvaise et doit être changée. Si tel est le cas, il doit demander sa révision et non son changement. Or, un changement suppose un événement majeur qui, du fait de son imprévisibilité, n'entre pas dans le champ du constituant primaire. Par conséquent, comme tout texte normatif, la Constitution du 20 janvier 2002 ne prévoit guère la possibilité de son changement, encore moins dans ses dispositions touchant au nombre limite des mandats du chef de l'État, même si le second verrou portant sur la question de l'âge peut faire l'objet de révision. Aujourd'hui encore, comme hier, Sassou Nguesso, dans sa soif effrénée de pouvoir, ne s'y prend pas autrement. Il veut opérer un passage en force. Qu'on se souvienne de ses antécédents qui restent ancrés dans les mémoires des Congolais. À la mort du président Marien Ngouabi, c'est Sassou qui, ayant l'initiative des opérations militaires, sécuritaires et politiques, créa le comité militaire, affublé par la suite de la collade du parti, qui le fit appeler CMP. Christophe Atchikaya, paix à son âme, auteur de la collade, voulait ainsi faire atténuer le caractère putschiste du comité militaire. Mais l'acte fondamental du 5 avril 1977, créant cet organe dirigeant, ne laissant aucune place ni à Alphonse Mouissou-Pati, président de l'Assemblée nationale, qui aurait dû constitutionnellement succéder au chef de l'État assassiné, ni au numéro 2 du parti État, Jean-Pierre Tissé Atchikaya, membre de l'état-major spécial révolutionnaire, chargé de la permanence et de l'idéologie. À son accession définitive au pouvoir le 5 février 1979, après une fausse passe à Yombi, à la fin des obsèques Sassou fit adopter par référendum le 8 juillet 1979 une constitution qui normalise son pouvoir dans le cas du PCT, en rangeant le CMP dans les tiroirs de l'histoire, homme d'apparence qui ne montre jamais ce qu'il est, en cachant ses véritables intentions. Sassou Nguesso s'érigea alors en homme des masses. Par là, il s'était posé en digne continuateur de l'immortel Marien Ngouabi, en s'opposant à l'impérialisme et au courant droitier incarné selon lui par Joachim Yombi Opango. Le 15 octobre 1997, après l'intermède démocratique de la Conférence nationale souveraine et des institutions qui s'en sont suivies, Sassou fomente la guerre civile du 5 juin 1997, dont il sort gagnant en grande partie grâce aux troupes étrangères coalisées angolaises, centrafricaines, tchadiennes, zaïroises de Mobutu, en déshérence venues en renfort des milices Kopo. Il fait adopter le 24 octobre 1997 par référendum, et dans un pays encore en guerre, du moins dans le Poul et la Likumu, un acte fondamental et s'arroge une transition flexible de 5 ans. Le 20 janvier 2002, Sassou fait adopter par référendum une constitution qui exclut tous ses adversaires potentiels par 2 verrous dirimant le nombre de mandats et l'âge des candidats ainsi que leur casier judiciaire.
sachant qu'il avait déjà passé 5 ans au pouvoir après la guerre, que ses concurrents étaient atteints par la limite d'âge. Les condamnations par fait de guerre et des crimes économiques qui ne tenaient qu'à lui de déterminer en tant que procureur et juge à la fois, on peut se rendre compte de sa duplicité consubstantielle. Et c'est bien cette constitution que Sassou veut changer aujourd'hui pour se perpétuer au pouvoir en élaguant de toutes dispositions qui lui ont permis, en combattant sans péril, de vaincre sans gloire. Tel est le prix qu'il croyait prendre, dit le dicton populaire. Il veut changer une constitution qui lui a tout permis, un pouvoir sans partage et sans contrepoids parlementaire, judiciaire, administratif, politique et sociétal, un usage abusif des forces armées et de la police, une utilisation personnelle et discrétionnaire des finances publiques, une propension au mensonge et à la fraude électorale, des actes prémédités de torture, d'empoisonnement et d'assassinat ciblés. Bref, une gestion crapuleuse et calamiteuse et clanique de l'État. Comme à la conférence nationale souveraine de juin 1991, il semble se préparer à son jeu favori d'autocritique pour pouvoir reprendre un continent, les mêmes errements et qui l'ont perpétué au pouvoir 32 durant, ou un demi-siècle si l'on considère que derrière Marien Ngouabi, c'est lui qui était aux commandes du navire Tangan pour obscurcir l'horizon en eau trouble, à travers vents et marées. En effet, pour remonter 46 ans en arrière avec la prise du pouvoir de Marien Ngouabi, il faut dire que Sassou Nguesso joua à la tête des jeunes officiers du Nord le rôle d'aiguillon, d'inspirateur de la direction sensiblement régionaliste que prit le CNR. Marien n'avait pas a priori de penchant sur le pouvoir politique. Tout intrépide qu'il fût sur le plan militaire, il ne maîtrisait pas les rouages et les subtilités de l'État et se serait volontiers cantonné à la tête de l'armée. Mais Sassou l'en persuada dans l'optique du pouvoir nord au point de suggérer l'acte fondamental octroyé le 1er janvier 1969, qui fut le premier du genre en Afrique, rappelant à s'y méprendre l'acte additionnel aux constitutions de l'empire d'inspiration monarchique de Napoléon Bonaparte de retour de l'île d'Elbe. Cette digression historique est faite pour souligner que Sassou est un homme de pouvoir, qu'il est depuis longtemps à la quête du pouvoir. Même sous Marien, c'est lui qui menait le jeu. À preuve, lorsque Massamba Déba tombe et que le pouvoir échoua logiquement entre les mains de Marien, celui-ci semblait ondoyant, s'en remettant pour l'essentiel à Raoul Alfred dans la gestion quotidienne de l'État. Mieux, il va jusqu'à convoquer les anciens hommes politiques, à savoir Jacques Pango, Simon-Pierre Kikungangot, Stéphane Tchitchele et Dominique Zalakanda, pour leur proposer d'assurer les fonctions de Premier ministre, chef de gouvernement. En perspective, il souhaitait même remettre le pouvoir aux civils en remplacement de Massamba Déba contraint à la démission. Alors Sassou Nguesso s'inscrivit à l'encontre entraînant dans son sillage Joachim Yombi Opango, Jean-Michel Ebaka et François-Xavier Katali. Mais les 4 sages consultés refusèrent l'offre guidée par Opango, fin limier de la politique nationale, toujours au-dessus des intérêts, sous quelque forme qu'ils furent, et dédaigneux de la violence symbolisée par les hommes en armes. Opango refusa même la proposition de rejoindre la justice, son administration d'origine, pour présider la Cour suprême, tandis que Tchitchele est reparti au CFCO pour terminer, dit-il, sa carrière de cheminot. De leur côté, Kikungangot et Nzarakanda, après hésitation, finirent par décliner la mission d'ambassadeur respectivement à Paris et à Bruxelles. Mon frère et ami Théus Bernard, paix à son âme, qui fut le directeur de cabinet de Jacques Opango, ne tarissait pas d'éloges à son égard. Lui, qui se constitua prisonnier de son propre chef, en signe de solidarité avec les autres anciens responsables politiques déchus
par la Révolution des 13, 14 et 15 août 1963, qui refusa qu'on augmentât sa rémunération de vice-président du Conseil. On est vraiment loin, très loin de la boulimie ambiante et gargantuesque dont Sassou Nguesso et son clan sont passés maîtres dans l'utilisation privative et la confiscation des richesses du pays. Et moi-même, j'ai eu plusieurs occasions de m'enquérir du souvenir de ce grand homme politique de caractère et de conviction auquel j'aurais souhaité ressembler. Lors de la longue et mémorable mission de travail que j'avais effectuée dans la plupart des districts de la Cuvette en 1975, Oyo, Mosaka, Ouando, Makwa, Bunji, Etumbi, Kele, Okoyo et Po, l'occasion me fut donnée de le vérifier en discutant avec les notables et sages de Bunji. Je m'étais émerveillé du récit qui m'avait été fait sur lui. Dans l'ensemble, je garde de cette tournée l'impression d'un pays en friche qui méritait des moyens en hommes et en matériel. Compte tenu du nombre épuisant d'heures passées dans les bourbiers de la pénurie totale des produits pharmaceutiques et manufacturés, l'OFNACOM ne vendait que du papier hygiénique et des couvertures. Je fus spectateur résigné d'une césarienne réalisée à froid par le docteur Bouiti Akele sur une table en bois nue à l'aide d'une lampe tempête, toutes choses qui me permirent de faire un rapport circonstancié pour attirer l'attention du gouvernement sur la souffrance des populations. Je voulais ouvrir une parenthèse en évoquant effectivement les mêmes conditions qu'on trouve aujourd'hui. Ça n'a pas changé, malgré la manne pétrolière, que ce soit au nord ou au sud, les conditions dans lesquelles les hôpitaux sont des conditions inadmissibles. En tout cas, je tenais à ouvrir cette parenthèse à la refermer. Donc, ainsi il poursuit. Ainsi, en 1990, c'est non sans soulagement que j'inaugurais l'hôpital de base d'Okoyo en tant que Premier ministre. Revenons donc sur le sillage de Jacques Opango. En avril 1984, nommé ministre des PME, je choisis d'installer mon cabinet dans son ancienne et modeste demeure de fonction en face de la piscine Caïman, où je retrouvais intact son mobilier qui me donna la sensation d'être son héritier. Que dis-je, non, son fidèle continuateur, si la formule n'avait pas été galvaudée par maintes usurpateurs en d'autres circonstances. Sassou Nguesso, qui en 1969 vit d'un mauvais œil les velléités de Marien de laisser le pouvoir aux civils, n'était pas moins réservé de l'allant que commençait à prendre le commandant Alfred Raoul à la primature, puis au Conseil d'État. Aussi fut-il le principal protagoniste de la Constitution du 31 décembre 1969, proclamant la République populaire du Congo, à la suite de laquelle Marien fut nommé chef de l'État. Mais Simon-Pierre Kikungagot, soit dit en passant, qui avait proposé de nommer Raoul à ce poste, incita Marien à le garder aussi longtemps que possible. Il n'est pas certain qu'il ait réussi. Sassou avait très tôt en charge les questions de sécurité du régime de Marien Ngouabi. Aussi a-t-il été mêlé à toutes les tentatives de déstabilisation militaire que le pays a connues pendant cette période, et notamment le coup d'État du lieutenant Pierre Kinganga, dit Siroko, le 23 mars 1970, et celui du lieutenant Ange Diawara, le 22 février 1972, connu sous le nom de M22, qui se soit débiné chaque fois en laissant les putschistes empêtrés dans leur pétrin, n'enlève rien à sa part de responsabilité dans ces événements douloureux. Eût-il voulu piéger ces coreligionnaires pour paraître fidèle au régime, dont il fut le sécurocrate attitré, qui ne serait pas pour autant absous de toute faute. En fait, comme c'est un animal politique, il est ramené dans son filet pour mieux les abattre et les éliminer pour préparer sa propre marche ascendante vers le palais. Ainsi, en dépit de tout, la confiance lui fut toujours renouvelée. Évidemment, si les conjurés avaient réussi à renverser Marien
Louis Sassou aurait été toute aise de revendiquer sa part du gâteau en attendant son heure. Sassou Nguesso n'a aucun sens de l'État. Ces hommes liges lui-même ont coutume de dire « c'est notre pouvoir » pour ne pouvoir partager les rôles avec d'autres membres de la collectivité nationale aptes à assurer les fonctions administratives, ministérielles ou politiques. Lorsqu'en juillet 1989, je fus nommé Premier ministre sans l'avoir voulu, ni peut-être mérité, n'étant pas membre du PCT, pour une fonction que l'idéologie régnante plaçait exclusivement à l'intérieur du sommet de la nomenclatura, tout le monde pensait qu'un changement radical s'amorçait. En fait, il n'en fut rien, car c'était une tactique, une poudre aux yeux, pour mieux s'incruster dans l'incurie et donner le change à tous ceux qui persiflaient le système faute de lui exiger bruyamment une autre politique. Une autre politique et d'autres hommes, notamment avec l'échec cuisant du plan quinquennal 1984-1989, qui vit s'envoler 1000 milliards de francs CFA sans réalisation physique correspondante sur le terrain. À peine nommé le 31 juillet 1989, il me convia de le suivre à Oyo pour réfléchir sur la nouvelle équipe gouvernementale. Là-bas, j'attends 7 jours avant de discuter de la mouture que je lui proposais, et encore par l'intermédiaire de ses deux oncles paternels et maternels, Yoka Emmanuel et Ndinga Oba Antoine. Si l'ossature ou la structure gouvernementale fut facilement acceptée, les propositions nominatives des ministres se heurtèrent à l'ostracisme du chef de l'État qui ne prit en compte aucun, absolument aucun, des 3 noms que je lui avais proposés sur une liste resserrée de 21 noms. Alors, j'engageais à Oyo un bras de fer assorti de menaces de démission avant même que j'eusse pris mes fonctions. Rien n'y fit. Je n'eus pas une seule minute d'explication avec le président, conforté par un yoka nombriliste qui le pressait de ne céder aucun pouce de son pouvoir. C'est Ndinga Oba, paix à son âme, homme de culture et de pondération, qui me convainquit d'accepter, du moins dans un premier temps, les choses telles qu'elles sont et non telles que je les souhaitais. On me traînait néanmoins en forêt pour visiter les étangs naturels des poissons sans que j'apprisse quelque chose de nouveau, dans un domaine qui fut le mien, dans ma prime enfance et dans le Quilou profond. Au 12e jour de ce voyage en Absurdie, je repris le lointain chemin de la capitale, quelque peu chagriné, d'autant plus que je n'avais pas demandé ce poste que bien d'autres que moi eussent mérité, fût-ce en se rongeant les ongles et sans prendre le moindre risque. Ce dont j'étais sûr, c'est que le Congo allait continuer de naviguer de Charybde en Silla, faute par le président d'avoir une perspective rationnelle de gestion du pays. Et je regrettais ardemment pour mon pays, ainsi livré à l'approximation. Dès le lendemain, j'annonçais le 13 août 1989 devant la presse nationale et internationale la liste du nouveau gouvernement, qui n'était évidemment pas le mien, mais qui pouvait, par ma présence, inspirer une certaine confiance. La suite me démontra le contraire, à savoir que j'en étais réduit à des conseils de cabinet, plus ou moins suivis pour essorer certaines affaires techniques, alors que je m'attendais, en cette période de crise et compte tenu de ma formation et de mon expérience des finances publiques, à connaître des dossiers en instance de toute nature. Je me rendis compte que je ne devais pas y fourrer mon nez. Le président, hanté par la confrontation proverbale que je tins avec Pierre Anga et Marien Gouabi en janvier 1977 sur la gabegie au sein de l'État et l'indispensable effort pour y remédier, avait donné des consignes au ministre des Finances d'y veiller.
M'échappait donc également le contrôle de l'action des ministres. Les nominations aux hauts fonctions administratives et techniques, les questions liées au pétrole, à la diplomatie, aux forces armées, à la police et au choix de certains projets de développement. En revanche, partout où s'élevaient des bruits de grève, c'est moi qui partais pour éteindre le feu. Et j'y allais de bonne grâce, pourvu que ce fût un problème social nécessitant l'intervention du gouvernement, comme par exemple avec le secrétariat général de la CSC, à Mpila, en octobre 1989, où je planchais pendant 16 heures d'affilée, de 8 heures à 24 heures, sans boire ni manger, ou avec des dockers et les cheminots en colère à Pointe-Noire en 1990. Mais à 3 reprises, j'ai refusé d'obtempérer. Par exemple, pour aller chasser Manu Militari, l'homme de Dieu qui officiait sereinement sous le pont de Sainte-Anne au nom de Papa Isaïe, car ce n'était pas de mon ressort, mais de celui du membre du bureau politique chargé de l'idéologie ou du ministre de l'Intérieur, sauf à souligner que l'expérience du ministre Katali, envoyé à Pointe-Noire en 1986 par le chef de l'État pour réduire l'aile Lucie Sakala de l'église du CPA, dite bougiste, s'était avérée désastreuse, avec une illusion des militaires armés dans l'enceinte de l'église à Tietie, tuant par balle une quinzaine de fidèles paisibles et traînant brutalement en prison des pasteurs prostrés dans la prière. Dans le même contexte, je refusais l'ordre du chef d'aller prendre le micro à la radio-télévision pour dénoncer un prétendu coup d'État fomenté par Gongara, Mirassa, Ngongwo et Tister Chikaya. Coup d'État dont il n'avait donné aucun élément de preuve irréfutable. Et moi, je n'ai pas l'habitude de parler pour ne rien dire. Voilà pourquoi, en mettant en exergue mon incompétence fonctionnelle sur les affaires de sécurité nationale, chasse gardée à la présidence et des ministres spécialisés, j'ai pris soin de le prier de mettre d'autres responsables à contribution. Le président, coincé aux entournures, mit l'affaire sous le boisseau, et j'en perdis toute trace, d'autant plus qu'elle était inventée de toutes pièces. Par ailleurs, j'avais dit non, un non impératif. Un non itératif au bureau politique et dans la cour de la résidence présidentielle devant un alibi plus ou moins condensant pour aller mettre un terme aux travaux du 8e congrès ordinaire de la CSC réuni au Palais des Congrès alors qu'il s'agissait d'une réunion politique ayant pour but de revendiquer l'indépendance de cette organisation de masse par rapport au PCT. Je proposais donc au président d'envoyer, s'il le jugeait nécessaire, le membre du bureau politique chargé des organisations de masse pour tenter de résoudre le conflit, tout en lui expliquant que selon les conventions sociales internationales, le gouvernement peut mettre fin à une grève, de préférence par la discussion, mais non à une réunion statutaire administrative ou de politique interne, comme celle qui préludait à la convocation de la conférence nationale souveraine. Divergeant sur le champ d'action du Premier ministre, je ne fus pas moins contrarié sur le plan de la méthode, car je n'avais pas les mêmes méthodes d'appréhension des problèmes que le président. Il s'en fallut de beaucoup. Sassou Nguesso aime à se faire encenser pour n'importe quoi, par exemple me promenant vers la base militaire. Vous suivez actuellement sur la Radio Forum l'hommage à l'ancien Premier ministre Alphonse Soukoulati-Poity. Je vis une grande mare d'eau appelée, ironiquement, les populations lac Bopaka, du nom du président de l'UNOC dont la maison jouxte la mare d'eau, qui obstruait la rue en pleine ville. Je demandais à la mairie centrale de combler cette mare d'eau en y mettant de la terre. On me fit un rapport d'exécution le lendemain, mais faute qu'on m'y mit cette action au nom du président du comité central, chef de gouvernement,
chef de l'État, Sassou Nguesso, fut courroucé. Il le fut encore plus qu'en me trouvant à Pointe-Noire pour négocier avec les travailleurs du port maritime du 7-0 en grève. Je fis une virée dans les écoles des quartiers Mbumbu, Tchétché et Luandjili à la demande des maires d'arrondissement. Je constatais ainsi que les élèves s'asseyaient à même le sol, que les écoles étaient privées de matériel de travail. Quoique je n'y fus pas préparé d'avance, je sortis de ma poche 3 millions de francs CFA et les donnai au directeur d'école sans en faire la moindre propagande démagogie qui n'est pas mon point fort. Le président en fut vexé parce que je n'avais pas dit que je le faisais au nom du président de la République, chef de l'État, président du comité central du PCT et Tuti Conti. Or, j'étais parti à Pointe-Noire, sans frais de mission, sans fonds politiques, uniquement avec mes propres moyens, bien que ce fût une mission de travail. Les autres membres de la mission, apeurés, s'étant abstenus de partir avec moi et sans m'avertir de crainte d'affronter les cheminots qui avaient creusé les tombes et placardé les photos du ministre des Transports et du secrétaire général de la CSC, auteurs causaux, selon eux, de leur malheur. Je ne suis d'ailleurs pas quel est celui d'entre eux qui avait perçu des fonds. En tout cas, en tout état de cause, j'avais posé cette action sans arrière-pensée politique et je ne croyais pas que le président pouvait en prendre ombrage pour vouloir qu'on parlât en son nom, surtout sans y avoir mis les moyens. Par ailleurs, dans les couloirs de la présidence, on insinua que j'avais fait du tribalisme, n'importe quoi. Et quoi d'autre encore? Quand on n'a rien à dire de sérieux, c'est qu'on cherche noise. Ah, si les populations concernées qui souffrent de tout avaient pu connaître ces balivernes, elles riraient aux éclats d'une opération aussi dérisoire. Mais il n'y a pas tribalisme à donner de la craie à des écoles qui en manquent, qui forment des enfants venus de tous horizons familiaux, ethniques, culturels et sociaux. Il n'y a pas que des Vili, ma tribu d'origine, dans ces écoles et moi. J'en ai cure de ces problèmes de bas étage, ayant été motivé longtemps pour voler plus haut et plus loin. C'est ainsi que mon chauffeur était Moshi, qu'on pose la question à Mosoro Tanguy. J'espère qu'on ne me l'a pas arraché à la vie. Mon garde du corps, Gangoulou, mes secrétaires Bakongo, Kouyou et Lari, seuls. Mon cuisinier était vilé, mais pour autant, il ne put me mettre à l'abri des doses d'empoisonnement qui ont déferlé dans mon corps à partir de décembre 1990, date de ma démission. Moi, je suis le type même, le Congolais détribalisé, ayant parcouru tout le pays, avec des relations partout, et notamment avec la partie nord du pays, à laquelle me rattachent des liens indestructibles de famille, de fraternité et d'amitié. Bref, de retour à Brazzaville, je fis un rapport au chef de l'État et voulus le rencontrer, mais en vain. Il me renvoya au prochain conseil des ministres, où la question ne fut pas traitée parce que non inscrite à l'ordre du jour. De même, le programme que je fis de la tournée dans les régions du nord du pays n'eut pas l'écho. Il faut souligner que le retard du président sur les problèmes du pays est souvent biaisé, s'arrêtant à l'immédiateté de l'action sans avoir plus loin et sans entrevoir l'avenir. Il lui suffit de résoudre par l'argent, le mensonge ou la manipulation telle ou telle difficulté pour qu'on se crût sorti de l'auberge, alors que l'action politique, économique ou sociale requiert de la constance et de la permanence, sans oublier le contrôle. Son efficacité en dépend. Il ne suffit pas de donner un ordre, encore faut-il s'en assurer l'exécution. Tout cela fait toujours défaut dans la démarche gestionnaire de Sassou Nguesso. Comment et qui peut le lui dire alors qu'il se croit au-dessus de tout conseil et de toute critique? Moi, je m'y suis risqué à maintes reprises jusqu'à ce qu'il sentit agacé. Lorsque Bernard Bakana Kolela
à lui, envoie une lettre bien carabinée en juillet 1990, il est prêt de l'incarcérer. Mais je suis d'un avis diamétralement opposé et je l'exprime en Conseil des ministres. En effet, d'ailleurs, j'ouvre encore une parenthèse, lorsque Bernard Kolela avait adressé cette lettre, c'est nous qui l'avons rendue publique. À l'époque, en tant que président, effectivement, du CIRAC, je passais souvent à l'antenne, à RFI, et on a pris cette correspondance qu'on a effectivement fait état sur les antennes de RFI. Grâce d'ailleurs, il faut que je le dise, grâce à Guy Menga aussi qui travaillait là-bas à RFI à l'époque. Donc nous avons vulgarisé cette lettre qui a énervé finalement Sassou Nguesso. Donc je reviens sur la lecture du témoignage de Skolati Poiti. Alors Kolela donc avait suffisamment purgé de peine de prison, manifesté son opposition viscérale au communisme pour qu'on eût pu ajouter d'autres. Au plus fort de la crise, le président propose de recourir aux banques pour payer les salaires. Je le lui déconseille car ce serait, avais-je dit, faire main basse sur les banques et les acculer à une faillite certaine, dommageable pour l'économie nationale. Il s'était investi général d'armée en 1989, mais ne sait pas qu'une armée de moutons commandée par un lion ne peut gagner une guerre. Alors, les guerres se gagnent avec une armée de lions, même commandée par un mouton. L'aphorisme du lion et du mouton que j'emprunte au maréchal Foch a été repris en d'autres termes par l'américain Henry Ford, qui se glorifiait d'avoir réussi dans la vie parce qu'il avait choisi comme collaborateurs des hommes plus forts que lui. Sur sa tombe, en effet, se trouve gravée cette célèbre épitaphe: Sigit, l'homme qui sut s'entourer d'hommes plus intelligents que lui. Or, Sassou craint, comme de la peste, aussi bien les intellectuels que les hommes d'expérience et de caractère. Il préfère un gouvernement de moutons qui dirige sans risque d'être démenti ou repris, même avec des pincettes. C'est le peuple qui en paye les frais, comme lors des explosions qui ont endeuillé la capitale le 4 mars 2012. On voit aussi des rues encombrées d'ordures et ménagères, des quartiers inondés, enfouis dans les grandes crevasses de terre et éboulements, avec mort d'hommes pour avoir été lotis sans études préalables, à défaut d'être freinés dans les lubies. Sassou a mis le 16 décembre 2013 le camp militaire du 15 août à feu et à sang, simplement pour anéantir le colonel Nsourou, contestataire, et les hommes qui constituaient son bouclier humain. Autant dire qu'il a utilisé un pilon pour tuer une mouche. Pourquoi n'avoir pas persisté dans la discussion? On est loin du cas du capitaine Pierre Anga, retranché dans la forêt du Konongo, à Owando, et qui fut, en 1988, tué après une chasse à l'homme sans précédent. On connaissait Sassou avec la gâchette facile, mais là, il avait dépassé les bornes. Sassou Nguesso s'entête à construire une agence de la Banque centrale à Oyo, contre toute logique, la localité ne justifiant d'aucune activité économique. Même les produits vivriers consommés à Oyo viennent des autres districts environnants, comme Osaka, pourtant largement fluvial, Kele, Olombo, etc. Oyo, qui ne mérite même pas une agence bancaire primaire, ne pourrait que servir à Sassou de procéder à des opérations de blanchiment d'argent sale. D'argent sale est une perspective dangereuse pour le Congo. On l'a dit et redit. Il appartient au gouvernement d'arrêter ce gâchis. Toutes les infrastructures aéroportuaires, sportives, hôtelières, hospitalières sont construites en pure perte parce que surdimensionnées, comme l'hôtel Alima 5 étoiles sans clients, aéroport de Lombo sans avions et sans voyageurs, le centre hospitalier sans malades, comme l'a déclaré le conseiller spécial en matière de santé, le professeur Claude Mailin, le 3 janvier 2014, cet hôpital de 600 lits méritait d'être construit à Brazzaville.
et je n'ai pas réussi à faire entendre raison au président Sassou. C'est tout simplement désolant de diriger un pays sur des bases aussi peu rationnelles et dispendieuses, dès lors surtout que des sommes colossales sont englouties hors des besoins solvables des populations. Vous suivez actuellement, à Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, le témoignage d'Alphonse Soukolati-Poity, ancien Premier ministre, sur ses relations exécrables avec Sassou Nguesso, qu'il qualifie de véritable diable. La fin de l'année dernière, donc là il s'agissait de l'année 2014, un ami venu me voir dans mon coin me disait que Sassou veut changer le cours inférieur de la Lima. Et ça va coûter les yeux de la tête, en grande partie pour une meilleure utilisation de son yacht, comme naguère son dévancier Mobutu, Sese Seko, avec son Kamanyola. La nouvelle ville d'Oyo supporte la comparaison avec Badolit, de l'autre côté de l'équateur. Et les deux avions nouvellement acquis, coup sur coup, ne sont que la copie conforme des avions privés du grand Léopard qui lui permirent de fuir l'avancée des troupes de Laurent Désiré Kabila. Sans peut-être le savoir, le grand Cobra fait du mimétisme par rapport au maréchal Mobutu, le grand Léopard. Comme quoi, l'histoire même, si elle ne se répète pas, selon le mot de Karl Marx, bégaie en fonction des circonstances, tel Napoléon III du Second Empire, imitant son oncle Bonaparte du Premier Empire. Mais, comme Victor Hugo, qui avait peu de considération pour le neveu préférant l'oncle, moi, je vote pour Mobutu à cause de son patriotisme, même débridé, qui ne se retrouve pas en Sassou Nguesso. Un gouvernement de Lyon, je veux dire, de cadres nationaux, aguerris et sérieux, eut émis de réserve sur tous ces projets discornus et sans incidence, même lointaine sur la vie des populations exposées à la pauvreté, comme par exemple lorsque je m'étais opposé à ce qu'on utilisât la trésorerie des banques pour régler les charges courantes de l'État. Au juste, que fait toute la pléiade des conseillers de tout genre émargeant à la présidence? Rien du tout, sauf à se promener, leurs cartes de visite noircies, de titres plus mirobolants, les uns que les autres, pour trafiquer influence et notoriété. Quelqu'un a dit qu'un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Moi, j'ai démissionné 4 reprises dans ma vie publique. J'ai déjà cité ma démission du ministère des Finances en janvier 1977, que tout le monde connaît, ou presque, et celle de la primature en décembre 1990, dont je pourrais publier la lettre caustique à Sassou, au fait de sa gloire. Lettre qui lui est restée au travers de la gorge, comme un couffé arrête en langue mochi, le couffé. Alors, pour emprunter son propre symbole mystique, de cette démission, Sassou Nguesso a dit quelle était la preuve que la situation lui échappait. Le Manguier, le fleuve et la souris, mai 97, 1996, édition Jean-Claude Lattès, il le précise. En tout cas, terrible aveu de la relativité du monde visible et de toute œuvre humaine, même accomplie par un dictateur de son acabit. Mais on ne parle pas de mon départ du bureau politique, du PCT, dont les Kounzou, en plein bureau politique, voulant s'assurer de la véracité reçue de ma part, une réponse cinglante. En fait, il s'est rendu au bureau politique, c'est pas le départ comme quoi qu'il était membre du bureau politique, il faut l'entendre comme étant quelqu'un qui est allé au bureau politique pour discuter avec les membres du bureau politique. Après, il est sorti, comme on dit, brutalement. C'est ce que ça veut dire dans cette partie. Donc, les Kounzou, en plein bureau politique, voulant s'assurer de la véracité reçue de ma part, une réponse cinglante. Pour moi, qui n'avais connu le PCT que de l'extérieur, comme cadre expert et patriote,
et non comme cadre expert et rouge, selon le jargon consacré de l'époque. Je n'avais aucune gloire à en tirer, dès lors que ma présence en son sein était incidente par ma fonction de Premier ministre et non à titre principal comme membre de la nomenclature. Et ma démission de la BNDC, la Banque nationale de développement du Congo, qui en parle ou s'en souvient? Personne. Alors que les rémunérations y étaient largement supérieures à la moyenne bancaire. Je claquais la porte en août 1969 parce que le DG de la banque, Bernard Bouiti-Banza, paix à son âme, un vili comme moi, avait amorcé un changement d'orientation de l'établissement qui se consacrait désormais presque exclusivement au crédit familial et de petits équipements, délaissant les opérations dont je m'occupais agricoles, forestières, industrielles et artisanales. Vocation même cela va sans dire d'une banque nationale de développement. Les ministres de Sassou disent craindre de perdre leur poste ou de leur vie en démissionnant. C'est pourquoi ils préfèrent se tapir dans le silence pendant que le timonier fait de l'anti-gestion et tribalise toute l'administration et toutes les entreprises, ou bien on est en charge d'une mission ministérielle pour l'intérêt de la collectivité nationale et l'on doit s'y consacrer en toute responsabilité au risque de tout perdre, y compris en donnant son propre sang, comme le disait l'immortel Mariam Ngouabi. Et il avait parfaitement raison, ou bien on est trouillard, incompétent,érivé sur ses intérêts mesquins, et l'on doit s'abstenir d'assurer des hautes charges au nom de la nation. Je signale au passage qu'un ministre au Congo gagne 11 millions de francs CFA par mois contre 15 millions pour un ministre d'État. Par comparaison, dans le temps, le Premier ministre que j'étais, il y a 25 ans, touchait 25 fois moins, soit 600 000 francs CFA. Pour n'avoir pas compris cet axiome essentiel de gestion d'un État, le Congo est plongé dans une crise de responsabilité profonde, avec des incidences économiques, sociales et morales. Donc, il sera difficile de sortir à court et moyen terme. On parle de nouvelle espérance, de chemin d'avenir, d'émergence d'ici à l'an 2025. Et patati patata, mon œil. Le programme désarticulé de Sassou Nguesso n'a servi réellement qu'à enrichir le pouvoir de son clan, sans retombées socio-économiques pour les Congolais du nord au sud, toujours de plus en plus pauvres. Sur 100 francs CFA investis, Sassou et ses sbires prélèvent 70. Une belle affaire, la municipalisation accélérée. Qu'est-ce que l'émergence? Si ce n'est d'abord un changement de mentalité et de structure avant d'être un flux matériel et financier. Ce n'est pas le système actuel vivant sur la rente pétrolière de l'État, telle une sangsue sur le sang de son hôte et inconscient des grands enjeux mondiaux. Ce n'est pas ce système, dis-je, qui peut nous conduire à un horizon aussi enchanteur. Ce sont d'autres Congolais, symbiose d'une jeunesse bien formée et d'un encadrement expérimenté, blanchis sous les harnais, ayant l'une et l'autre la conscience nationale et l'esprit d'entreprise. Or, si Sassou et son clan s'enivrent et s'étourdissent à qui mieux des ressources nationales, il n'en demeure pas moins vrai qu'ils n'ont aucun amour pour le Congo de leurs ancêtres. De plus, le procès de la production n'a pas encore commencé, alors que d'autres pays de même niveau que nous l'ont déjà entamé. Ce qui compte, ce n'est pas de construire un hôpital moderne à Berenzoko, au fond de la Likwala, ou là où, à Dimonika, loin de Inda. Ce qui compte, c'est de construire un hôpital près des populations aptes à l'utiliser valablement et dans tout son potentiel installé. Brazzaville et Pointe-Noire, pour ne citer que ces deux capitales politiques et économiques, souffrent depuis des lustres du manque d'électricité et d'eau potable. Le robinet a séché, il ne sort que quelques gouttes intermittentes. Il n'y a qu'à regarder les structures financières et foncières de l'État. Les fonctionnaires continuent en dépit des recommandations du système des Nations Unies
à toucher 2, 3, 10 salaires cumulativement à cause du désordre qui sévit au niveau de la solde, problème qu'on croyait définitivement réglé. À la Direction générale des impôts, un seul bien immobilier peut avoir 2 ou 3 titres de propriété. Et j'en suis parmi les victimes. Ma sœur cadette, à qui j'avais confié en gérance en 1986 la maison que j'avais achetée à Pointe-Noire et que j'ai reprise après ma retraite en 1987, moyennant une donation par elle dûment signée, est allée se faire délivrer une deuxième copie du titre foncier par une ordonnance plus que contestable du tribunal de grande instance de Pointe-Noire, alors que je détenais la première dans laquelle je figure le plus régulièrement du monde, comme dernier inscrit. De plus, la maison a été par moi vendue en bonne et due forme à un nouvel acquéreur, régulièrement inscrit lui aussi, même si l'administration s'est rendue compte a posteriori de cette bévue. Un tel télescopage de titres n'aurait pas dû se produire si l'agent public concerné connaissait son travail, était attentif et insusceptible de corruption, comme devraient l'être tous les agents du fisc sortis des grandes écoles, à l'image de l'École nationale des impôts de Clermont-Ferrand en France, qui est notre modèle de formation avec Neuilly pour l'École nationale des douanes. La dame a vendu cette maison à 3 personnes successivement, par un jeu de cascade, en doublant chaque fois le prix de vente. D'abord à un neveu du président, bien affûté, qui après en avoir payé le prix cash, s'est ravisé, puis à une dame qui n'a pas pu faire inscrire sur le titre de bien irrégulièrement acquis, ensuite à un homme qui la presse de lui rembourser ses billes. Et l'autre jour, elle est allée s'en remettre à l'ancien locataire d'il y a 20 ans, afin qu'il lui vende la même maison à 1,7 milliard francs CFA, 1,7 milliard de francs CFA, soit 3 fois et demi le prix auquel je l'avais vendu. Mais la personne, s'étant rendue compte de cette cavalerie, s'est mise à la traiter de canaille. C'est plutôt de folle qu'on devait la qualifier. Pourtant, c'est contre moi qu'elle croit pouvoir trouver l'attention bienveillante des juges du fond, notamment ceux de Brazzaville. J'attends donc qu'on lui dise par extraordinaire que la maison lui appartient et que c'est moi qui suis l'imposteur, comme on le laisse malicieusement et pour des raisons inavouées, percé dans les murs des officines politiques. Et il lui faut rembourser tout cet argent si toutefois le pouvoir ne vole pas à son secours. Cette affaire n'est pas innocente de politique politicienne et de malveillance scrapuleuse, car elle est soutenue en sous-main, voire commanditée par la présidence de la République, l'affaire qui m'oppose à mon fils Olivier. En effet, là-bas au palais se trouve ma nièce Chantal, qui est en fait, administrativement parlant, ma fille, officier supérieur de son état, et qui porte mon nom pour avoir été par moi ramassée au berceau, parce que ma sœur Véronique, sa mère, avait voulu la jeter dans un tas d'ordures, craignant que son mari de race blanche ne s'aperçût que sa femme avait enfanté un bébé noir. J'ai dû la récupérer, l'élever, l'éduquer, l'envoyer en France, dans une grande école et la placer dans le corps de la police nationale pour faire d'elle ce qu'elle est devenue. Mais dès 1991, tout de suite, après ma démission de la primature, elle fut retournée contre moi par Pierre Aubat, qui lui colla un bébé aujourd'hui, âgé de 24 ans, avant que Denis Sassou Nguesso, à l'époque, donc c'était 24 ans, donc aujourd'hui on peut dire ce bébé a maintenant 33 ans. C'est un grand garçon. Alors, Denis Sassou Nguesso lui-même la met à son service, donc je reprécise, parce que... Mais dès 1991, tout de suite, après ma démission de la primature, elle fut retournée contre moi,
par Pierre Aubat, qui lui colla un bébé aujourd'hui âgé de 24 ans. C'est-à-dire que cet enfant, aujourd'hui, en 2024, a probablement 34 ans. Avant donc que Denis Sassou Nguesso lui-même la mette à son service exclusivement pour chercher à me nuire par l'intermédiaire de ma sœur Véronique. Elle et sa mère attendent donc de me faire mourir afin que l'empoisonneur en chef puisse la nommer au grade de général selon leur arrangement. Mais rien ne dit que la promesse sera respectée. Si c'était vrai, qu'on vienne me le dire et j'accepterai de me faire harakiri pour le grade de ma fille, la première générale du pays. Parbleu, je pourrais outre-tombe arroser ou fêter cette réussite, fût-elle diabolique, c'est aussi simple que ça. À ce jour, cependant, aucun de mes enfants n'a eu le privilège d'être recruté dans la fonction publique, ni dans une entreprise nationale. Ceux qui s'y sont présentés, même reçus au test, se sont vus opposer un refus sur l'identité. 2 de mes filles parmi celles qui ont été sollicitées pour m'empoisonner devaient l'une travailler à la CNPC et l'autre recevoir un grand capital pour monter une structure genre ONG. Une fois la mission accomplie, mais n'ayant pas encore réussi la sale besogne, elles sont sommées d'attendre. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme rend hommage à l'ancien Premier ministre du Congo, Alphonse Soukoulati-Poiti, décédé le jeudi 24 octobre 2024, des suites des empoisonnements consécutifs dont il a été victime, comme il s'en était confié au journal Afrique Éducation, dans son numéro 411 du 16 au 31 mars 2015. Destin exceptionnel que le mien, moi, qui ai œuvré 40 ans durant dans le cadre de l'État, à la formation des cadres, à la création des structures, à la prise de conscience du fait national, on oppose à mes enfants le choix cornélien de tuer leur père pour pouvoir se voir offrir un emploi, ou de l'épargner et plonger dans le chômage. Je leur ai déjà dit de s'en foutre et de rester à la maison jusqu'à ce qu'on me l'arrache en la vendant aux enchères publiques, comme on me laisse entrevoir sans que je doive un dissous à qui que ce soit. Mais que fort Ngondo du Trésor, les Ngakoso du Parlement, les Anzwana, etc., que j'ai formés et promus au sens de l'État, pour ne pas réagir à tant d'injustices, de tribalisme et de mauvaise gouvernance économique, financière et sociale. Ont-ils oublié la pression des responsabilités, les principes qui faisaient la noblesse des services fiscaux et douaniers et financiers dans les années 70? Réveillez-vous, cadre de la technostructure, et dites non à la mauvaise gestion pour bâtir une république indivisible, sociale et démocratique. C'est l'article 1er de la Constitution du 20 janvier 2002 qui le dit. Autre chose, comme si j'étais accablé par la malchance, mais je suis convaincu qu'il s'agit là plutôt d'une action politique coordonnée tendant à me nuire. Mon propre fils s'est lui aussi autorisé de se faire délivrer un faux titre de propriété du 20.978 du 18 février 2010 à partir d'une copie de permis d'occuper périmé sur mon domicile de Pointe-Noire, qui en possédait déjà un en mon propre nom, TF 8001 du 9 septembre 2003. Et il s'est vu offrir le 14 février 2011 un crédit blanc de 300 millions de francs CFA, plus de 500 millions à ce jour, charges et intérêts compris, hypothéqué sur cette maison par la banque LCB, aux accointances politiques à prononcer. Dès la première échéance non réglée, elle a fait haro sur ma résidence, exigeant sa vente aux enchères en me jetant dans la rue,
avec ma famille. Quelque chose d'exceptionnellement scandaleux. Ce sont les mêmes agents des impôts qui sont avec ceux du cadastre à Pointe-Noire, coupables de ce forfait, qui heurtent la conscience humaine et qui, par l'agitation politicienne de Brazzaville, se trouvent sans aucun doute dans un complot fomenté de longue main afin de me salir et de me nuire. À coup de scoop du genre, l'ancien Premier ministre Scolati Poiti, sous le coup d'un mandat d'arrêt figurant sur une feuille de chou, appelé le trottoir sous le numéro 108 de février 2015. Je ne crois même pas utile d'y faire insérer un démenti quelconque qui risquerait de me ridiculiser. Ces deux dossiers sont actuellement au niveau des instances judiciaires du Congo, aussi bien à Pointe-Noire qu'à Brazzaville, auxquelles je fais confiance jusqu'à preuve du contraire. Je suis un homme de pardon et serai prêt à l'exprimer en faveur de ces brebis galeuses. Le moment venu, si toutefois elles réussissent à se dégager de l'entreprise démoniaque de Sassou Nguesso pour sauvegarder le lien familial qu'il a si gravement distendu. En tant que chef de famille, en tant que chef de famille encore en vie, je suis disposé à les accueillir à mon sens élevé, habituel et... En tant que chef de famille encore en vie, je suis dispensé à les... En tant que chef de famille encore en vie, je suis dispensé... En tant que chef de famille encore en vie, je suis disposé à les accueillir à mon sens élevé habituel de responsabilité, inculqué par nos parents et grands-parents comme un disparu. Cependant, pour démontrer que tout ce micmac est artificiellement entretenu par le pouvoir politique, je dois ajouter ce qui suit. Hormis la dispute familiale de propriété qui m'oppose à ma sœur Véronique et l'hypothèque apposée par la banque LCB sur mon domicile du fait de mon fils Olivier, et à l'exception notable des 2 cas d'empoisonnement perpétrés contre moi par 2 autres filles, il y a 3 autres problèmes qui méritent d'être connus par le public congolais, à savoir l'indexation de ma case de l'Angeli dont les locataires sont harcelés et intimidés par les policiers en civil afin qu'ils déguerpissent pour me priver d'un revenu, si minime soit-il. L'interruption simultanée par le pouvoir du versement de ma pension de retraite depuis mai 2011, de ma rente viagère d'ancien Premier ministre depuis 2010. En fait, je voulais ouvrir une parenthèse, et c'est la stratégie d'ailleurs que Sassou adopte en ce qui concerne la privation de la rente viagère des anciens premiers ministres. Il a fait à Modi Leno, et d'ailleurs moi-même j'ai plaidé la cause de Modi Leno, il n'a pas dit un seul mot. Et en ce moment-là, je ne connaissais pas Scolati Poiti, parce que Scolati Poiti, en fait, qui est devenu mon frère, je l'ai connu, je l'ai rencontré en 2016. Et lorsque j'ai vu sa deuxième publication, où il a parlé justement des excréments que Sassou donnait, vraiment c'était pour le féliciter parce que j'avais eu vent de cela, et lui il avait confirmé dans ses écrits, et il fallait donc, à ce moment-là qu'on avait noué d'amitié, de fraternité, et je comprends d'ailleurs quand je suis ce récit, j'ai larmes à l'œil parce que j'ai compris ce qu'il a enduré, d'autant plus qu'il n'avait personne, il ne pouvait plus compter sur personne, il fallait qu'il puisse avoir quelqu'un de plus sûr, de mûr également, qui pouvait l'accompagner. Et c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai assisté, je l'ai assisté à certains mariages qu'il a organisés pour ses enfants, ses filles, dans la région parisienne. Donc c'est une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer, pour dire que je continue donc la lecture pour ne pas dire de son testament politique. Même si depuis quelques jours, craignant le ridicule et peut-être pour se ménager une porte de sortie, on vient de me virer 3 mois de rente viagère sur coup, ce qui démontre, s'il en était encore besoin, qu'on veut m'affamer pour me contraindre d'aller ramper devant le corrupteur en chef
ce que je ne ferai jamais. Je l'ai déjà dit et écrit. Je ne suis pas homme à me plier en quatre devant qui que ce soit pour l'argent, le poste ou tout autre échange d'intérêts de quelque nature qu'il soit. Et là aussi, je veux ouvrir une autre parenthèse. Moi aussi, personnellement, j'ai été victime de cette situation parce que à la fin de mes fonctions de vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme, j'étais déjà pratiquement hors du pays. Il y avait des arriérés qu'on devait nous verser. Des arriérés qui se levaient à quelques millions de francs. Et je ne les ai jamais reçus. Le trésorier Etienne Mokonzi-Mobe et Thierry Ngombe m'ont fait comprendre qu'il fallait que j'écrive au président de la République pour percevoir cet argent, parce que c'est comme si je voulais faire un monde honorable. Non, je suis trop fier. C'était beaucoup d'argent, mais j'ai refusé d'envoyer une lettre au président de la République. Ça va de soi. C'était mon argent, c'est mon salaire. Et c'était aussi des droits. Les droits, quand on quitte les fonctions, on vous donne des droits, et puis sans compter ce qu'on verse pour les gens qui ont travaillé pendant cette fonction pendant quand même plus de 10 ans. Donc c'est malheureux à dire, mais bon, c'est ça la pratique de Sassou. Il veut tenir tous les cadres à partir de l'argent. Mais il y a des gens qui s'en foutent de l'argent. Donc on n'a pas besoin d'échanger sa dignité pour de l'argent, pour des miettes et tout. C'est pour ça que ça ne marche pas. En tout cas, je poursuis la lecture de ce testament. Moi, continue-t-il donc, moi je suis hors de toute influence et impossible d'adopter. Il ne reste donc à Sassou qu'une seule solution, celle de me tuer. Ce qu'il n'a pas encore réussi à faire, mais j'y suis disposé. Je suis prêt. Après 20 tentatives avérées d'empoisonnement, un commando armé nocturne à Brazzaville, 2 incendies criminels à Brazzaville et Pointe-Noire, un rapt crapuleux à l'aéroport de Johannesburg, un guet-apens nocturne à Rissorangis, et j'en passe. Et d'ailleurs, après avoir écrit ça, il a eu une autre situation dont je suis plus ou moins témoin. Il m'avait montré là où les gens étaient venus. Ça se passait à Rissorangis. Avant d'ailleurs qu'il se déplace, qu'il quitte son pavillon pour aller dans un appartement, pour mieux se sécuriser. Ça, c'est une parenthèse que je referme parce que c'est par rapport à la connaissance de l'homme. Je pourrais, si possible, donner de plus amples précisions sur toutes ces situations que le cadre de cette interview ne saurait contenir. Tout cela parce que j'ai osé démissionner des fonctions de Premier ministre, parce qu'il serait le seul à nommer et à démettre ses collaborateurs, lesquels n'ont ni jugeote ni raison. Dans ce contexte de mort programmée, j'ai pensé qu'il convenait de parler, ou mieux d'écrire, sans plus attendre, après 25 ans de résistance solitaire et silencieuse à l'oppression morale, physique et matérielle. Je ne veux pas encourir la honte de mourir sans avoir combattu. Pour citer Pierre Corneille. Je me réfère aussi au fabuliste du Mayombe, selon lequel l'oiseau de grande envergure qui s'envole laisse toujours son aile, et l'homme de renom qui meurt laisse sa parole. Ma parole est la suivante. Mon combat contre Sassou sans armes, sans argent et sans intention malveillante se fonde sur les idées, l'intérêt général, l'unité nationale et la paix. Jamais je n'ai été compromis dans un coup d'État, un crime ou un détournement quelconque, ayant rejeté de façon inflexible poste ministériel, offre de services et avantages matériels, même sous Pascal Lissouba, après avoir discerné très tôt que quelque chose ne tournait pas rond dans son entourage. J'ai refusé à 2 reprises d'entrer dans les gouvernements successifs constitués sous son égide en dépit du parfum de démocratie qui semblait se répandre dans le pays. Vous suivez actuellement sur la Radio Forum l'hommage à l'ancien Premier ministre Alphonse Soukoulati-Poity. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de mettre un j'aime. Denis Sassou Nguesso a réussi à décimer méthodiquement par le poison tous les grands cadres méritants de Kouilou, une douzaine,
pour s'assurer le monopole du pétrole et des autres richesses de cette région, ainsi que la manipulation éhontée des soi-disant sages. Mon propre frère aîné et mon cousin ont malencontreusement péri par son poison, qui avaient refusé tous les deux de prendre son parti alors qu'ils cherchaient leur désapprobation familiale à l'encontre de ma décision de démissionner pour lui donner carte blanche afin de me liquider physiquement. Ayant rejeté avec mépris l'enveloppe de 40 millions de francs CFA qu'il avait envoyée, ces représailles ne pouvaient être que mortelles. Dans le même sillage que moi, comme si, à l'instar de Joseph, je devais être vendu pour un plat de lentilles. Voilà pourquoi je continue à porter leur deuil jusqu'à la fin de ma vie, regrettant de ne pouvoir mourir à leur place, mais c'est plus fort que moi. Dieu l'ayant voulu, ainsi je les comble de mes prières chaque jour qui passent en même temps, que j'implore le Seigneur de garder leur âme en paix. Je sollicite le Seigneur qu'il garde aussi l'âme de ses serviteurs lâchement tués par Sassou, à savoir le cardinal Émile Bayenda, assassiné dans le complot contre le président Marien Ngouabi, Monseigneur Nkombo empoisonné, Monseigneur Georges Firmin Sinda, empoisonné, le prophète Sœur Lassie Simon Zéphirin assassiné dans sa résidence, le pasteur supérieur Gaston Makosso empoisonné, la prêtresse Angèle Bandou criblée de balles dans sa résidence. Des milliers d'autres Congolais ont péri de la même manière par le poison ou par le PMK. J'en dirai bien de choses dans d'autres interviews si je suis encore en vie, cloîtré dans mon coin de Ris-Orangis comme un moine dans son monastère. J'associe mes prières à celles de mes compatriotes. Pourrais-je repartir aux affaires? Me demander. Ce n'est pas vraiment mon intention. En plus, je me sens bien ici en France. Mais si on me le demandait, peut-être serais-je amené à offrir mes services, mon expérience et ma connaissance des choses et des hommes et de mon pays à ceux qui, pour l'amour du Congo, sont capables d'œuvrer dans l'unité nationale et la paix au redressement économique, social et moral de ce beau pays. En conclusion, je crois qu'il serait de bonne loi que Sassou laisse le pouvoir au plus tard à la fin de son mandat. Celui-ci, on le sait, a été usurpé par une élection qui n'a gagné qu'avec un score de moins de 5% du corps électoral. Le mieux serait évidemment qu'il démissionne avant août 2015 s'il aime le Congo. À l'époque, quand il avait écrit 2015, comme on peut le dire d'ailleurs pour ce qui va arriver en 2026. Alors s'il aime le Congo, en laissant le président du Sénat assurer l'intérim conformément à la Constitution du 20 janvier 2002. Ainsi serait organisée sans heurts une transition qui préserve l'avenir des jeunes générations, la paix, la stabilité des nouvelles institutions. Débarrasser des scories du monopartisme qui a refait surface de plus belle, incarné par le PCT et le clan présidentiel depuis la fin de la guerre de 1997. Le PCT n'est pas un parti politique, en dépit de l'apparence et de la casquette ouvrière dont il s'était affublé dès sa création en 1969. C'est une organisation mafieuse et volubile, vivant des subsides et des marchés de l'État comme la sanction du sucre de son hôte. Son programme initial, qui n'a pas été expressément renié, même après la conférence nationale de 1991, tournait précisément autour du dépérissement de l'État, qu'il a effectivement vidé de toute sa substance d'impartialité pour le mettre à la disposition de la médiocrité qui phagocyte toutes les institutions. Il faudrait que cette pieuvre, qui n'a que trop duré et qui freine le progrès de la démocratie au Congo, se mette en cause à l'intérieur même de ces structures, car elles constituent un boulet pour le Congo. Toutefois, le peuple congolais est mature et Sassou n'aurait rien à craindre s'il se résolvait à quitter le pouvoir dans la paix. S'il pouvait faire montre de grandeur d'âme, qu'il retourne dans sa ferme comme jadis Cincinnatus, après avoir lutté contre l'anarchie et sauvé Rome pour la seconde fois. Sans doute, comparaison n'est pas raison, Cincinnatus, authentique fermier du bord du Tibre, sollicité 2 fois par les Romains, n'avait aucune envie de s'accrocher au pouvoir alors que Sassou
faux fermiers du bord de la Lima ayant construit un ranch à coups de milliards de pétrocépha sur le dos du contribuable congolais, mégalomane et kleptocrate, a conquis le pouvoir par les armes 2 fois et s'y est accroché mordicus, créant un désordre inouï dans tous les organes de l'État. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, l'essentiel, c'est qu'il s'en aille et le peuple lui garantira la vie et la liberté, à condition toutefois qu'il démonte son arsenal militaire de 6500 mercenaires de Tchambicho, transfère à l'armée nationale tout l'armement stationné dans le village situé près d'Oyo, fasse une passation de service en bonne et due forme après son successeur, même intérimaire, indiquant les sorties du trésor les 6 derniers mois, les engagements de l'État sur la même période et sur tous les comptes ouverts à l'étranger dans les paradis fiscaux et à Oyo et Dou dans les plans secrets. Reconnaissent que les biens meubles et immeubles et toutes les installations cises à Oyo appartiennent à l'État, comme le Grand Hôtel Alima 5 étoiles, l'hôpital général moderne, le troupeau. Une loi pourrait, lui, en conférer l'usufruit pour un temps déterminé. À titre personnel, je n'ai aucune rancœur vis-à-vis de lui, ni de son clan. D'ailleurs, je le soupçonne de pistonner un candidat qui, sans contretemps, de dernière heure, sera son fils Denis Christel, dit Kiki, que certains membres du clan appellent déjà l'enfant de l'espoir, Mwanande a embauché. Il devait donc cependant réfléchir à un autre candidat proposé à la sanction du peuple souverain en concurrence avec d'autres Congolais aptes au poste. Kiki, de par sa mère et son enracinement social profond de l'autre côté du fleuve, est trop marqué pour présider aux destinées du Congo. Mais il peut apporter une contribution différente qui soit indemne de tout soupçon. Je le dis sincèrement, sans parti pris, ayant bien connu son grand-père David Mapapa, que j'ai eu le plaisir de recevoir pour être recruté à la BNDC dans les années 60, quand j'y travaillais, 1959-1969. Il venait de Kinshasa, chassé par les Moïse Tchombe, comme tous les Congolais qui se trouvaient en RDC. C'était un homme affable, excellent comptable, avec lequel j'entretenais des bons rapports de travail et de voisinage au plateau des 15 ans. La dernière question de cette interview, je vous la lis, de Afrique Éducation. L'interview tire à sa fin. Je pense que vous avez dit un certain nombre de choses qui vous tenaient à cœur. Pas toutes, c'est clair. Un dernier mot. Alors donc, Skolati Poati dit son dernier mot. Mon dernier mot, puisque vous me le demandez, monsieur le journaliste, c'est un coup d'œil à la vaillante armée, à la police, à la gendarmerie nationale, toutes 3 gardiennes des institutions, mais pas partisanes d'une région, d'une partie du pays, ou a fortiori d'un homme. Celui qui dirige le Congo depuis les événements et pour quelques mois encore arrive au terme de son mandat, usé sans foi ni loi, et qui a largement démontré son incompétence. Que peut-il nous donner encore, qui n'a pu faire depuis si longtemps, pour qu'on tienne à sa présence devenue de plus en plus pesante sur le corps social? Tournons donc ensemble la page de Sassou et engageons-nous définitivement et allègrement sur la voie de la démocratie et la bonne gouvernance pour un Congo paisible, prospère et radieux. Vous venez donc de suivre ce premier témoignage paru dans Afrique Éducation numéro 411 du 16 au 31 mars 2015. Alors, avant de vous passer la deuxième partie, que je vais publier dans quelques jours, peut-être dans 3-4 jours, il s'agit donc du numéro Afrique Éducation numéro 438 du 1er au 15 mai 2016, où Skolati Poati parle de Sassou, l'homme qui fait boire les sels aux Congolais. Parce qu'on savait que Sassou arrive à conserver le pouvoir par la ruse et le sang. Et dans cette interview, l'ancien Premier ministre Alphonse Skolati Poati fait état des révélations fracassantes qui devraient déstabiliser tout le pays.
parce que il en dit beaucoup. Merci donc d'avoir été attentif. Ça a été long, mais il fallait bien que je termine son récit, sans le couper. Parce que nous allons faire une série d'émissions sur lui, peut-être 4, 5, 6 plus. Et là, c'est la première émission qui parle justement de son témoignage. Et après, je pourrais vous parler d'autres choses. Puis, bon, faut pas aussi que je révèle la teneur de ses mémoires qu'il écrivait, parce que il me donnait la possibilité de les regarder, de voir et tout, surtout au début, mais après, bon, ce sera aussi un grand document. Mais pour le moment, nous sommes là, et encore une fois de plus, je présente mes condoléances à ses enfants qui lui sont restés fidèles, à sa famille, parce que je sais très bien ce qui se passait au niveau de sa famille. En tout cas, à bientôt, et surtout, qu'il repose en paix et qu'il protège ses enfants et qu'il veille, comme il a dit lui-même. Il est devenu un esprit auprès d'autres esprits congolais qui sont partis, parce que je sais que il est mort par empoisonnement. Les conséquences de l'empoisonnement, parce que c'est ça. Allez, je vous remercie, à bientôt. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de mettre un j'aime. L'hommage à l'ancien Premier ministre Alphonse Soukoulati-Poity.